C'est le 19h45 sur One TV et vous faites bien de nous suivre. À la une de l'actualité ce soir, la nouvelle est tombée depuis hier. Le gouvernement togolais a réduit les prix des produits pétroliers. Une réduction qui varie de 20 à 80 francs CFA. Entre plaintes et insatisfaction, les conducteurs de taxis et de motos se sont exprimés. Et puis, le 9 novembre dernier, le gouvernement togolais a donné 1 an pour libérer les propriétés de l'État occupées illégalement. Est-ce possible pour ces occupants illégaux de récupérer ces terrains? Vous aurez cette réponse dans ce journal. Voilà les titres à développer pour ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement togolais a durci le ton le 9 novembre dernier sur l'occupation illégale des propriétés de l'État. Un communiqué conjoint a accordé un délai d'1 an aux occupants illégaux pour libérer ces terrains communément appelés réserves administratives. Pourquoi ces domaines sont-ils occupés? Est-ce possible pour les occupants de récupérer ces terrains et quels recours sont disponibles pour les concernés? Élément de réponse dans ce reportage signé Nicolas Edjeou. Un ultimatum sans précédent. Le gouvernement togolais exige la libération des propriétés de l'État d'ici 1 an. Ce communiqué du 9 novembre passé, signé par les ministres de l'administration territoriale, de l'économie et de la réforme foncière, vise à restaurer l'autorité publique sur ces terrains stratégiques. Mais derrière cette décision, une question persiste. Comment ces terrains, censés être protégés, ont-ils été occupés illégalement? Normalement, c'est très bien de chercher à récupérer les domaines administratifs parce que ça va permettre de pouvoir élaborer des projets de développement. Maintenant, à qui la faute? La faute incombe beaucoup plus ici à l'État parce que c'est l'État qui n'a pas su véritablement faire son travail de veille. Parce qu'au prime abord, quand quelqu'un acquiert un terrain, il fait des documents administratifs, il acquiert des papiers qui lui permettent réellement d'être le propriétaire du terrain. Et ces démarches-là passent par le biais des services administratifs, le cadastre par exemple. Et c'est au cadastre de pouvoir dénicher les erreurs sur le foncier, les erreurs par rapport à l'acquisition de ces terrains-là. Mais la plupart du temps, ces personnes-là arrivent à faire tous les papiers possibles et acquièrent les terrains. Maintenant, on leur dit de déguerpir. Ça pose un certain nombre de problèmes parce que nous ne pouvons se prévaloir de sa propre turpitude. L'État n'a pas véritablement assez joué son rôle de veille et de protecteur du citoyen. Quand il y a un domaine administratif quelque part, qu'est-ce que l'État fait? L'État immatricule ce domaine-là en son nom. Faute d'une gestion rigoureuse ou d'un manque de sensibilisation auprès des citoyens, ces occupations illégales perturbent l'aménagement du territoire et compromettent l'intérêt général. Cependant, le délai fixé par le gouvernement semble court pour permettre la récupération de ces domaines. Dans les normes, l'État peut arriver quand même à récupérer ces terrains-là parce que l'État dispose de la force de contrainte. L'État peut arriver à récupérer ces terrains-là. Mais pour la paix sociale et surtout qu'on est dans un mandat social, est-ce que l'État peut arriver à le faire, surtout dans le délai donné, 1 an? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Le chef de l'État, c'est un homme apaisé. Je pense qu'il va pouvoir arriver à trouver des solutions parce que ceux-là qui ont acquis ces terrains-là, ce sont des populations qui grouillent dur pour pouvoir arriver quand même à construire. Quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps dans la fonction publique, à qui on a poncé de l'argent sur son compte jusqu'à ce qu'il n'arrive à acquérir ce terrain-là et construire quelque chose dessus. Aujourd'hui, pendant qu'il est dans sa période de retraite où il vit des pensions alimentaires, je ne suis pas sûr que l'État va lui dire bon, de déguerpir de là et puis il va s'en sortir comme du poisson dans l'eau. Il va laisser véritablement des séquelles et peut-être d'autres peuvent mourir par rapport à cela à cause du stress qu'ils vont vivre. Donc je pense que l'État doit pouvoir prendre des mesures en amont, des mesures sociales. Peut-être, pourquoi pas, au prime abord répertorier toutes ces personnes-là qui ont acquis quand même de bonne foi ces terrains parce qu'il y a des acquéreurs de mauvaise foi aussi, des gens qui sont des personnalités qui sont à un niveau haut placé, qui savent très bien que ce domaine-là appartient à l'État, mais quand même sont allés prendre possession de ce domaine et construisent là-dessus. Ces personnes-là, je pense que l'État peut commencer par elles pour pouvoir donner l'exemple à ceux-là qui prochainement voudront acheter des terrains. Les occupants de bonne foi peuvent entreprendre des démarches auprès des autorités ou engager des plaidoyers pour obtenir des solutions.
Ceux qui sont dans le domaine de l'État, ce que je vais leur conseiller, parce que là, il s'agit d'une question de moyens. Mais au prime abord, même quand on n'a pas les moyens, on peut faire des démarches et on peut faire des plaidoyers. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que ceux qui sont dans le domaine de l'État et qui savent qu'ils ont acquis cette erreur-là de bonne foi, la première des choses, c'est d'aller vers les services administratifs pour se déclarer. Bon, voilà, aujourd'hui, on dit que mon domaine que j'ai acquis de bonne foi avec tous les papiers qui sont là. On me dit que bon, c'est un domaine administratif, que puis-je faire? Là, on va lui donner les informations qu'il faut. Bon, là, je suis sûr que le cadastre va juste lui dire, bon, il faut déguerpir de là. Mais je pense qu'il faut aussi chercher d'autres personnes qui sont aussi dans le même problème, constituer un collectif et mener des actions de plaidoyer au niveau du ministère de l'administration territoriale qui pourra porter leurs revendications au chef de l'État. Et là, je pense qu'on va pouvoir leur trouver une solution. Ce bras de fer met en lumière une réalité préoccupante. La gestion des réserves administratives reste un défi majeur pour l'État. Si cette opération permet de rétablir l'ordre, elle rappelle aussi que seule une réforme foncière approfondie pourra prévenir de telles situations à l'avenir. Les prix des produits pétroliers enregistrent une légère diminution depuis hier mardi au Togo. Cette révision des prix découle d'un arrêté interministériel en date du 9 décembre 2024 des ministères en charge du commerce, de l'énergie et des transports. Comment les conducteurs de taxis et de motos de Lomé ont accueilli cette nouvelle? Boris Tota leur a tendu son micro. Suivez. Quand j'ai vu le message, je me suis énervé. Je me suis dit, mais pourquoi le gouvernement togolais nous traite comme nous sommes des imbéciles dans ce pays? Mais vraiment, ce n'est pas sérieux. S'ils vont diminuer le prix au moins 50 francs. Mais avec 20 francs, oh, Togolais, c'est-à-dire le citoyen lambda est fatigué. Ils n'ont qu'à diminuer le prix même à 500 francs. Je suis sûr que si le prix est à 500 francs, ça ne gâterait rien sur le gouvernement togolais. Beble ennemi jami 6 000 alors 7 000 il kenya 10 litres beble mi pona 7 000 wa e we be mi avi o be sukulu nya ha mi mte nana gade vi o ina sukulu mi mte nana gade vi o oduna nu ha e we be mi ti nzizi me amareke me le mi agbre na o ya mi le kuku dem na jirudu abere. Bien Odeji, Coco Kwamganya Fandre, Odeji, Vami de Kukuna Obenari, Lodi de Vanami, Bejamaton, Allo Bejamaton Koufan. Et là, il y a 20 francs là, sans te mentir, il y aura bagarre entre nous, les conducteurs, et les pompistes aussi. Parce qu'au moment où tu as donné l'argent, que tu as acheté le carburant pour prendre le monnaie là, il y a un petit souci là-bas. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas quoi. Voilà est venu. Selon l'arrêté interministériel, ces réductions varient de 20 à 80 francs CFA. Le gasoil voit son tarif passer de 775 à 695 francs CFA par litre, soit une baisse de 80 francs CFA. Le super sans-plomb, carburant prisé des véhicules, subit une réduction de 20 francs CFA par litre, s'établissant désormais à 680 francs CFA au lieu de 700 francs CFA. Le mélange deux temps, utilisé principalement par les moteurs de petit cylindré, voit son prix légèrement diminué de 788 francs à 769 francs CFA, soit une diminution de 19 francs CFA. En revanche, le prix du pétrole lampant reste inchangé, maintenu à 650 francs CFA par litre. Cette mesure marque la première modification des prix depuis 2 ans, période durant laquelle les tarifs en vigueur instaurés lors d'une précédente hausse restent stables. À l'approche des élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre au Tchad, l'opposition monte au créneau pour dénoncer un scrutin qu'elle juge biaisé et sans enjeu réel. Face à ce qu'elle qualifie de mascarade électorale organisée par le pouvoir en place, elle a lancé une campagne de boycott actif pour appeler les citoyens à ne pas voter. Des précisions avec Bakar Sangueta. Le 29 décembre prochain, les Tchadiens sont appelés à voter pour des élections législatives, provinciales et communales, mais l'opposition a décidé de lancer une campagne de boycott actif.
Lors d'une conférence de presse organisée le 8 décembre, le collectif GCAP a dévoilé son programme visant à convaincre les électeurs de ne pas se rendre aux urnes. Selon ses leaders, ce scrutin est dépourvu de transparence, les résultats étant prétendument décidés d'avance, rendant le vote inutile. Les leaders de l'opposition comme le professeur Avoxuma Jona Atimemou et le directeur Nassour Koursami dénoncent une mascarade électorale orchestrée par le MPS, le parti présidentiel. Ils accusent les autorités de distribuer les sièges à l'avance, certains candidats s'affichant déjà comme députés avant même le scrutin. Cette situation, selon eux, discrédite totalement l'exercice démocratique et l'opposition invite donc les citoyens à ne pas cautionner ce système. Le boycott électoral, faut-il le rappeler, au-delà d'être un choix politique ou électoral, est un moyen séculaire de lutte qui, par essence, est une forme de protestation ou d'action collective où une partie de la population ou d'acteurs politiques, groupes de partis politiques ou d'individus choisissent en raison des causes évidentes et manifestes de ne pas participer à une élection. Le GCAP a fait ce choix de ne pas participer à ces simulacres d'élection en refusant de présenter des candidats, en déniant toute légitimité à ce processus électoral et aujourd'hui jusqu'au 29 décembre, puis a appelé les populations à refuser de voter tout en agissant pendant, avant et après ces élections. Pour mobiliser la population, le collectif GCAP a formé 300 jeunes chargés de sensibiliser les Tchadiens sur la persistance des conditions de vie déplorables après des décennies de gouvernance du MPS. Ils dénoncent un pays privé d'infrastructures de base où la pauvreté touche près de la moitié de la population. La campagne initiée, dont la capitale N'Djamena, s'étendra progressivement aux 23 provinces avec pour slogan « Le Tchad n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri ». En République du Congo, le président a proclamé 2024 année de la jeunesse, encourageant ainsi les jeunes à se démarquer dans divers secteurs d'activité pour le bien de la nation. Vie à cette initiative porteuse d'avenir, le gouvernement représenté par le ministre délégué, le ministre de l'Intérieur soutient ces efforts. Notre correspondant au Congo, Drushungolo, nous fait le point. Année de la jeunesse. On n'en parlera jamais assez. Ce décret du président de la République se matérialise tant soit peu à travers des activités parallèles orientées vers cette couche juvénile. Depuis l'annonce de ce vœu présidentiel, plusieurs jeunes se distinguent par l'effort en vue de rendre effectif ce décret au grand bonheur de tous. C'est ainsi que certains ont été primés à travers la deuxième édition du prix d'excellence OV 2022 en présence du ministre délégué, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Un leader inspirant au service de la nation engagé pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Ce thème cadre bien avec le profil de la marraine de cette édition. C'était un plaisir, comme toujours, parce que tout ce qui touche les jeunes, je les place au cœur de mes préoccupations pour répondre justement à ce mot d'ordre du président de la République qui a déjà décrété 2024 année de la jeunesse, qu'il a rallongé sur plusieurs années pour permettre aux jeunes de se retrouver en tout cas dans toutes ces actions qui se font pour la marche de notre pays. Et ce mot d'ordre qui vient du haut, s'il n'y a pas des acteurs sur le terrain qui travaillent, chacun dans son domaine, je pense que rien ne se fera. Pour un Congo prospère, chaque jeune doit en réalité apporter sa pierre à l'édifice. Il faut s'unir pour travailler afin d'aller vers le progrès. C'est d'ailleurs ce que recommande la devise du Congo, unité, travail, progrès. Promouvoir la compétence. Qui dit jeune dit travail. On ne peut pas se distinguer dans une société sans qu'on ait un profil qui vous définit. Donc ce profil ne peut être défini que par la compétence et par ce que vous savez faire. L'année de la jeunesse connaîtra une rallonge, comme l'a déclaré le président de la République lors de son récent discours en date du 28 novembre 2024. Les dernières données de l'Observatoire européen Copernicus viennent d'assombrir le tableau.
L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius fixé par l'accord de Paris semble s'éloigner. Malgré les efforts de la communauté internationale, les températures continuent d'augmenter à un rythme alarmant, mettant en péril les écosystèmes et les sociétés humaines. Les détails avec Nicolas Edjeou. L'année 2024 pourrait surpasser 2023 en tant qu'année la plus chaude jamais enregistrée une fois que les données de décembre seront disponibles. L'Observatoire européen Copernicus indique en effet que la moyenne des températures mesurées depuis janvier affiche une anomalie de 0,14 degrés Celsius par rapport à la même période l'année dernière, avec une température moyenne mondiale de 14,1 degrés Celsius. Novembre 2024 a été le deuxième mois de novembre le plus chaud enregistré à ce jour. Ce mois représente le 16e sur les 17 derniers à avoir connu une anomalie de 1,5 degrés Celsius par rapport à la période de référence entre 1850 et 1900, d'après les données d'ERA5 de Copernicus. Cette valeur symbolique de 1,5 degrés Celsius correspond à l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessus de 2 degrés Celsius et à poursuivre les effets pour ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Cependant, cet accord se réfère à des tendances à long terme. Il est nécessaire que la moyenne de réchauffement de 1,5 degrés Celsius soit constatée sur une période d'au moins 20 ans pour que la limite soit considérée comme franchie. D'après les derniers calculs de l'Organisation des Nations Unies, le monde n'est pas sur la bonne voie pour réduire sa pollution carbone afin d'éviter une aggravation considérable des sécheresses, des vagues de chaleur et des précipitations torrentielles déjà observées. Les politiques actuelles des États conduisent la planète vers un réchauffement catastrophique de 3,1 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ou même de 2,6 degrés Celsius si les engagements d'amélioration sont respectés selon le rapport d'ONU Environnement. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal.